Le 11 mars 2012, Utah, Californie, United States. Au bord de la tranquille rivière Jordan, un coureur matinal fait une découverte vraiment choquante. Des taches de sang un peu partout, des éclaboussures sur un pont et une petite chaussure d'enfant qui flotte près de l'eau. Une scène fait peur et qui pose une grosse question. Est-ce qu'un animal s'est blessé ou est-ce que le cauchemar vient de commencer pour une famille? Les policiers arrivent vite sur les lieux et leur pire peur se confirme. Les tests montrent que c'est du sang humain. Après des heures de recherche, de l'autre côté de la rivière, on trouve le corps sans vie d'une jeune fille de 15 ans qui flotte doucement sur l'eau. Son visage est déformé par plusieurs blessures et son corps porte des traces de violence graves. L'autopsie confirmera que la mort vient de blessures coups violents à la tête, dont un très fort au front. C'est le début d'une enquête pleine de difficultés où la vérité semble loin et toujours cachée derrière des mensonges. Le coureur qui l'a trouvé avait remarqué ses souliers. C'étaient les mêmes qui portaient Annie Kasperzak, une adolescente de 15 ans. Sa mère adoptive, Veronica, avait déjà signalé sa disparition la veille. Annie avait laissé une lettre bouleversante, disant qu'elle allait fuir en Californie, incapable de vivre avec un lourd secret. Elle avait menti à ses amis en disant qu'elle était enceinte. Ce mensonge allait devenir un élément central dans l'enquête. Les policiers se demandaient est-ce qu'elle avait vraiment fugué ou y avait-il autre chose derrière tout ça. En fuyant dans le passé d'Annie, ils ont découvert une enfance marquée par l'instabilité. Elle avait changé plusieurs fois de foyer avant d'être adoptée par Veronica, qui au départ n'était que la travailleuse sociale en charge de son dossier. Mais c'est dans son journal intime que les enquêteurs ont trouvé quelque chose d'énorme. Annie était complètement obsédée par Christopher Bagshaw. Naturellement, Christopher est vite devenu le principal suspect, d'autant plus que des rumeurs circulaient au secondaire. Plusieurs disaient qu'Annie était enceinte de lui, mais l'autopsie a révélé la vérité. Annie n'était pas enceinte. Pour Veronica, ce mensonge n'était pas innocent. Elle pense que c'était une façon pour Annie d'exprimer son plus grand désir, avoir une vraie famille, stable, aimante. C'est quelque chose qu'elle écrivait souvent dans ses carnets. Quand ils ont commencé à l'interroger, Chris est venu avec son père, parce que la loi en Utah oblige qu'un parent soit présent si la personne est mineure. Il avait l'air super stressé. Son visage ne montrait aucune émotion, comme si rien ne s'était passé. Il a dit qu'il avait parlé avec Annie la nuit où elle a disparu et qu'il essayait de la convaincre de ne pas s'enfuir. Il leur a aussi donné un alibi. Il disait qu'il était chez sa grand-mère cette nuit-là. Mais là, un nouveau nom est apparu, LG. Chris a révélé que Annie avait une relation avec ce gars-là, mais qu'elle ne voulait surtout pas que sa famille soit au courant. Et puis, Chris a raconté un truc étrange. Une fois, Annie était chez un ami à lui, Spencer. Elle s'est mise à saigner du nez. Un peu de sang est même tombé sur ses espadrilles. Ces petits détails qui semblent insignifiants ont suffi à éveiller les soupçons des enquêteurs. Il était clair qu'il essayait d'inventer une histoire ou de justifier quelque chose. LG est rapidement devenu le principal suspect. Chris et Spencer ont affirmé que LG avait menacé Annie et qu'elle avait peut-être des liens avec un gangster. Mais personne n'avait vu LG et aucun signalement précis n'a pu être donné à la police. L'enquête s'est arrêtée là et le mystère s'est épaissi. Une semaine plus tard, un appel inattendu est arrivé. Joanna Franklin, une femme déjà connue pour des fraudes à la carte bancaire, a affirmé qu'elle était présente au moment de la mort d'Annie et a proposé de fournir des informations en échange d'une immunité pour ses crimes. Joanna, très agitée, a raconté une histoire terrifiante. Selon elle, LG et un autre homme nommé John étaient responsables. Elle a expliqué qu'après que Annie se soit moquée de LG, ce dernier l'a violemment poussée contre un mur. Annie s'est mise à saigner du nez, des oreilles et de la bouche. LG l'a frappée et attachée. Joanna a dit qu'elle avait été obligée de nettoyer la scène. Elle a versé de l'eau de javel sur les murs et le sol et jeté les vêtements ensanglantés d'Annie à la poubelle. Ensuite, LG et John ont transporté le corps d'Annie dans une voiture et sont revenus en disant qu'elle était partie nager et qu'elle ne reviendrait pas. La description des vêtements d'Annie correspondait parfaitement à ce qu'elle portait ce jour-là. Joanna a décrit LG comme un jeune homme de 19 ans, plus jeune qu'elle. John, un criminel bien connu, trafiquant de drogue et membre de gang, a été arrêté. Les preuves trouvées chez lui correspondaient au récit de Joanna, des murs récemment repeints, des tapis roulés
et des taches rouges sur les portes. Tout indiquait une tentative de dissimulation. Mais John a nié farouchement toute implication, a déclaré ne pas connaître Annie, l'a appelée Brittany et a affirmé qu'aucune jeune fille n'était venue chez lui. Pendant que la famille d'Annie cherchait à comprendre son lien avec les gangs et les toxicomanes, les résultats des tests ADN et la géolocalisation du téléphone sont arrivés. Et là, première énorme surprise dans l'affaire. Il n'y avait aucune trace de sang dans la maison de John qui correspondait à l'ADN d'Annie. De plus, son téléphone ne se trouvait pas à proximité de la scène du crime. Les enquêteurs étaient stupéfaits. La maison de John était bien une scène de crime, mais pas celle d'Annie. Face à ces contradictions, Joanna a fini par craquer et avouer la vérité. Elle avait menti, John l'avait trompée dans une autre affaire. Et au lieu de garder le silence, elle a inventé toute une histoire inspirée de faits divers pour l'accuser de meurtre d'Annie, espérant ainsi d'obtenir l'immunité. L'enquête a dû être entièrement relancée et une année entière a été perdue à cause de cette supercherie. Quant à John, il a fini par avouer un autre crime, un enlèvement qui s'était produit la même nuit. Les enquêteurs, choqués mais déterminés, ont repris tout depuis le début. Ils ont réécouté les anciens appels, revu les interrogatoires. 3 témoignages ont particulièrement retenu leur attention. Un chauffeur avait vu un jeune homme penché au-dessus d'un pont près de la rivière la nuit du crime. Un autre témoin avait entendu un adolescent marmonner « Il ne se fera pas attraper » en levant les bras. Et enfin, Chris Spencer avait témoigné des menaces proférées par LG. Tous ces éléments commençaient à pointer vers un adolescent impliqué dans l'affaire. Les relevés téléphoniques d'Annie se sont révélés être une véritable mine d'or. On a découvert qu'il avait reçu de nombreux appels provenant d'un numéro masqué peu avant sa mort. Les enquêteurs ont alors demandé à voir les relevés de Chris et Spencer pour vérifier si ce numéro les avait également contactés. Ce qui est ressorti ensuite a été un véritable choc, encore plus troublant. Le rapport a révélé que presque toutes les personnes interrogées avaient caché des informations importantes ou menti. Spencer, lorsqu'on lui a fait remarquer qu'aucune trace de sang n'avait été retrouvée chez lui, a admis qu'il n'avait en réalité jamais vu Annie saigner du nez, mais qu'il avait simplement cru les paroles de Chris. Quant à l'alibi de Chris, soutenu par sa grand-mère Wilma, il s'est aussi retrouvé fragilisé. Les relevés ont montré que Wilma avait appelé Chris plusieurs fois après minuit, alors qu'il était censé dormir chez elle. Ce détail restait inexpliqué. Puis est venue la révélation qui a tout bouleversé. Les données de localisation ont montré une chose impossible à ignorer. Le mystérieux numéro masqué appartenait en réalité à Chris Bagshaw lui-même. Il utilisait un second téléphone. Les enquêteurs ont retrouvé Chris, qui avait déménagé dans le Colorado. Lorsqu'ils l'ont confronté aux faits, il s'est effondré et a révélé des détails particulièrement sombres pour quelqu'un d'aussi jeune. Il a avoué qu'il n'y avait jamais eu de LJ. C'était Annie qu'il avait inventé pour attirer son attention. Chris a déclaré qu'il avait tué Annie et qu'il avait même envoyé des messages à Spencer pour mentir sur le saignement de nez et le sang retrouvé sur ses chaussures afin de détourner les soupçons. Les pièces de puzzle ont commencé à s'assembler d'une manière glaçante. Le vélo de Chris correspondait à la description donnée par un témoin. Le jour de meurtre, il était absent de l'école le même jour où un autre témoin l'a vu parler tout seul. Plus troublant encore, une feuille de papier retrouvée dans ses poubelles détaillant un plan extrêmement précis, indiquant l'heure de la disparition d'Annie et les vêtements qu'elle portait. Seul le tueur pouvait connaître ces éléments. Et ce n'est pas tout, la localisation de son téléphone le plaçait près d'Annie, au niveau du pont, à l'heure exacte de sa mort, juste après l'appel de Veronica. Ses publications sur Facebook où il pleurait la disparition d'Annie n'était qu'une mise en scène destinée à détourner les soupçons. Chris Bagshaw, qui avait 17 ans au moment des faits, a été arrêté pour meurtre avec préméditation et obstruction à la justice. Mais pourquoi a-t-il fait cela? La réponse est venue d'un détenu qui partageait sa cellule. Selon lui, Annie aurait manipulé Chris en lui faisant croire qu'elle était enceinte de lui. Elle lui aurait demandé de s'enfuir avec lui. Il a accepté de la retrouver près de Pont Jordan. Mais Chris avait une toute autre intention ce jour-là. Chris a attaqué Annie avec une pelle, lui donnant des violents coups au visage au point où elle était méconnaissable. Ensuite, dans un acte extrêmement cruel, il a posé la pelle sur son front, a sauté dessus et a continué à la frapper jusqu'à ce qu'elle meure sans bouger. Un médecin légiste a confirmé que le rapport d'autopsie
correspondait exactement à la description glaçante donnée par Chris. Pourquoi? Chris a tué Annie parce qu'il croyait qu'elle était enceinte de lui. Darwin Christopher Bagshaw a été jugé comme un adulte et a reconnu le meurtre au premier degré. Il a été condamné à une peine allant de 15 ans à la prison à vie, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle en 2034. L'affaire Annie Kasperzak nous enseigne la profondeur du mal et la quantité de mensonges qui peuvent être cachés. Une jeune fille tuée à cause d'un mensonge qu'elle-même avait inventé et son meurtrier caché derrière une fausse identité avec une enquête bouleversée à cause du témoignage d'une fausse témoin. Cette histoire nous montre que le monstre ne se cache pas toujours dans l'ombre d'un étranger dangereux, mais peut être proche de nous, caché derrière un visage familier et trompeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette série d'événements et de retournements? Laissez-moi vos commentaires en bas et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies comme celle-là. Merci, à la prochaine.